Good afternoon. Bonjour, merci d'être venu. Je m'entends parler, il y a un écho. Donc j'ai demandé si je pouvais faire une présentation, la présentation de Chris John cet après-midi. J'ai travaillé autour de lui depuis 8 ans et j'adore son sentiment que la vie c'est pour vivre. Et c'est ce qu'il fait. Et parce qu'il va de mieux en mieux. C'est un psychiatre privé, mais un de son travail le plus important, c'est dans les groupes intensifs. Quand il fait ça au Royaume-Uni, en Islande et plus loin. On a toujours dit qu'on voulait présenter ensemble un jour et faire un espèce de duo. Il est très théâtral, il sait divertir les gens. Et j'adore le regarder et de travailler avec lui. J'ai eu le plaisir de faire partie de son travail de réduction de traumatisme intensif et de le voir présenter sur de nombreuses conférences. Donc c'est avec grand plaisir que je vous présente Chris John et j'espère que vous appréciez sa présentation parce que la vie c'est pour vivre. Donc la vie c'est pour vivre. Merci Sam pour cette superbe introduction. Je vais essayer de le suivre maintenant, je suis un peu perdu. Pourquoi je suis là? Où est-ce qu'il faut parler? Vous m'entendez bien? Tout va bien. Une des choses que j'ai appris depuis les années que je travaille avec les gens, c'est que ce qu'on craint le plus, c'est ce qu'on veut le plus. Et c'est le lien, la connexion. Je crois fermement que beaucoup des addictions, si ce n'est pas toutes les addictions, viennent de traumatisme. Et c'est le traumatisme de l'attachement, de ne pas avoir assez d'attachement. Et également ce qu'on appelle le traumatisme transgénérationnel. Pour définir le traumatisme, c'est une réaction naturelle à un événement naturel, une réponse qui dépasse le système. On a des traumatismes aigus, c'est peut-être un événement ponctuel, un accident de la route, un cambriolage ou le fait d'être volé. Il y a des traumatismes chroniques, donc des événements qui menacent la vie. Le traumatisme transgénérationnel, c'est quand le traumatisme est passé de génération en génération. J'ai l'habitude de rester, de bouger partout sur la scène, donc c'est très difficile pour moi de rester sur place. Donc, quelle est la population? Est-ce que vous êtes psychothérapeute, vous êtes médecin? Est-ce qu'il y a des psychothérapeutes dans la salle? Des médecins? D'accord. Je vais recommencer parce que je me suis perdu. J'avais des slides, mais je ne sais pas où ils sont. Donc je vais tout faire de tête. J'ai commencé à travailler en tant que psychothérapeute il y a 15 ans environ. Et on m'a invité par un collègue au centre de Meadows dans l'Arizona. Et j'étais tellement confiant que je savais tout ce qu'il fallait savoir sur la psychothérapie. Et j'étais super content d'aller travailler avec les gens au Meadows. Je me voyais allongé sur le sable déjà. Quand je suis arrivé, j'ai acheté de la crème solaire. J'étais tellement confiant de comment ça allait se passer. Et donc j'ai commencé à travailler sur le PML. Et j'étais sur le... Elle travaillait sur le travail d'enfance. Et malgré tout, au bout de 3 jours dans la formation,
je me suis rendu compte à quel point son travail, le modèle qu'elle a conçu, à quel point c'était spécial. Au bout de 3 jours, j'ai commencé à réfléchir différent à propos de moi, de mes relations, ma famille, mon rôle dans la famille, qui j'étais et pourquoi j'avais ce rôle particulier. Et je voudrais parler de ça aujourd'hui. C'est comment on travaille avec le traumatisme et comment ces traumatismes transgénérationnels, comment ça passe de famille, dans la famille de génération en génération et surtout comment on travaille avec. Pour ceux d'entre vous qui travaillent en tant que thérapeute, ce qui est important, c'est la relation qu'on développe avec nos clients. C'est cette connexion-là qui est importante. Quand il y a quelqu'un qui est en face de vous, que ce soit un groupe ou euh, en tête à tête, c'est un don fabuleux de la vulnérabilité et la confiance. Et on a besoin de honorer cette confiance et de travailler avec eux. Travailler avec le traumatisme, parfois c'est très évident. Si quelqu'un arrive avec peut-être un cas évident d'abus, euh, addiction à l'amour, abus sexuel, euh, l'abus physique ou spirituel. Et c'est parfois très évident, mais parfois, il faut voir d'où vient cet abus. La plupart des adultes ne se réveillent pas le matin en se disant je vais te bousiller la journée. Ils le font par erreur. La plupart des adultes, ils perdent leur forme parce que il y a quelque chose qui cloche dans leur vie. Donc, ils se vengent sur leurs enfants. En tant que thérapeute, il faut être comme des détectives. Il faut apprendre tout ce qu'on peut sur nos clients, leur famille d'origine. C'est tellement important. Mais avant de faire ça, le travail le plus important à faire, c'est de travailler sur nous-mêmes. Sans travailler sur nous-mêmes, et vous pouvez vous dire, bon, c'est n'importe quoi, mais sans faire ça, on sera bloqué. Soit on traitera les problèmes de nos propres parents à travers nos clients, ou on finira par bloquer le client et les empêcher d'avancer. Quand on fait un travail sur nous-mêmes, on peut découvrir nos propres traumatismes. Si on est on essaie de fuir ou de lutter. Donc, je suis le plus jeune de 9 enfants. Donc, ma réaction de traumatisme, c'est de se dire, moi, je ne peux pas me battre avec mes frères. Donc, mes réactions de traumatisme, c'est de courir, de fuir. Donc, moi, je courirai. Même aujourd'hui, la confrontation aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Je veux courir. Si j'ai besoin de faire un appel, appeler un mécanicien pour ma voiture, j'ai envie que quelqu'un le fasse à ma place. D'ailleurs, je demande à mon frère, à mon beau-frère, parce qu'il est mécanicien. Donc c'est une réaction de traumatisme. Donc, en tant que thérapeute, si on connaît nos réactions de traumatisme et si on est sensibilisé à ça, on sait que quand on est provoqué par quelque chose dans la salle. Et pour faire ça, il faut faire un travail sur nos propres familles d'origine. Et ce que j'adore avec le travail de Pierre Malley, c'est pas une question de blâmer les autres, de culpabiliser. C'est pas parce que papa a fait ça ou maman a fait ça. C'est de savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Quand on devient des bons détectives, on s'assoit avec nos clients et ils vont nous dire tout ce dont on a besoin de savoir. J'ai entendu une histoire géniale hier soir d'un quelqu'un qui a mis 1 an d'apprendre quelque chose sur sa femme. Tous les soirs, sa femme raconterait quelque chose sur son passé. Il a noté. Et il y a 1 an, enfin 1 an plus tard, il a écrit une histoire sur ça. Parce que tous les jours, elle racontait un détail. Et c'est ça qu'on doit faire. Il faut qu'on s'assoie là pour écouter les indices, de savoir ce qui se passe.
On doit comprendre nos propres vulnérabilités avant de répondre aux vulnérabilités des autres. Il ne s'agit pas de se renfermer. En ce qui me concerne, si vous êtes psychoanalyste, il y a des gens qui travaillent de manière différente, mais moi, je suis très rationnel. Je veux être avec mon client aussi loin, et aller aussi loin que possible. Et pour moi, c'est le seul moyen de gérer de gérer le traumatisme développemental. Il faut accompagner nos clients à chaque étape. Si j'ai peur de quelque chose dans mon passé, je vais pas les fouiller là. Je vais plutôt vous orienter à gauche quand vous avez besoin d'aller à droite. Donc la chose la plus importante, c'est de vous interroger sur la façon dont vous travaillez. Comprendre ce que c'est que d'être vulnérable, d'être ouvert, qu'on s'occupe de vous. En tant que thérapeute, on n'est pas très bon quand il s'agit de s'occuper de nous-mêmes. On s'occupe des autres. Ah, je vois qu'il y en a qui sont d'accord dans la salle, mais on a tendance à dire non, non, tout va bien, je vais bien. Donc c'est ça qui est d'abord commencer. Donc le traumatisme développemental, c'est important de se regarder dans la glace. Et quelque chose que le traumatisme crée, c'est la honte. On sent la honte, on ressent la honte tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on porte. Vous comprenez le concept de la honte qu'on porte. Si soignant principal, si ne gère pas cette honte, un enfant va le reprendre. Donc une action de honte, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas quelqu'un de bien et vous pensez à penser que vous êtes quelqu'un de pas bien. Mais il y a d'autres façons de... il y a une autre manifestation, c'est le parent qui tourne le dos à l'enfant et que l'enfant commence à ressentir cette honte en lui-même. Quand un enfant ressent le traumatisme développemental, ça vient du passé en général, du soigneur principal. Et j'ai des slides et vous allez les récupérer. Mais les traumatismes transgénérationnels, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 12 ans de manière active. Et récemment, on voit que la science prouve que le traumatisme ne change pas l'ADN, mais l'épigénétique laisse des marqueurs dans le corps qui font que nous sommes maintenant plus susceptibles à des réactions de traumatisme. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet d'enlever la honte que les gens ressentent. Les gens arrivent souvent en me disant « je suis stupide, je suis un échec, je suis pas bon ». Et c'est littéralement dans leur ADN. Essayer d'expliquer ça à un client et d'avoir des preuves scientifiques fait toute la différence. Donc le traumatisme développemental et transgénérationnel vont de pair. Si un parent a reçu un traumatisme dans leur vie, même si l'enfant n'en est pas conscient, l'enfant aura une partie enfouie où ils le savent. Et l'enfant va appuyer sur les parents. Et j'accuse pas l'enfant, bien sûr, mais l'enfant va se comporter de telle façon jusqu'à ce que ce traumatisme est activé. Parce que c'est comme si l'enfant essayait de retenir quelque chose et parce qu'ils se sentent différents. Et l'enfant, la mère va crier sur l'enfant et c'est presque comme un soulagement instantané. On a parlé sur les slides dessus, on en a parlé. On sait que les enfants
des survivants de l'Holocauste ont plus tendance à souffrir de problèmes de dépression et de troubles de santé mentale à cause du traumatisme familial. Ça, c'est qui est génial quand on travaille sur ce genre de traumatisme. Quand on commence à le découvrir, quand on est les détectives, et on aide le client à trouver la source, l'origine de ces traumatismes, on ressent le sentiment de compréhension et le travail avance très rapidement ensuite. Parce que avec le concept des émotions portées, on essaie toujours de travailler, de guérir quelque chose dans les parents, sans même le savoir. Donc le traumatisme, si on pense au traumatisme développemental, ça affecte tout. C'est pas uniquement le côté cognitif. Si on me bat, il n'y aura pas uniquement des douleurs dans le corps, ça va changer mon émotion, mon cerveau, tout mon système sera affecté par cette agression. Donc, je peux évidemment avancer dans la vie jusqu'au prochain incident. Vous connaissez le travail de Peter Levine? Peter Levine, Réveiller le tigre, son premier livre, c'était génial. Ça a montré comment le corps stocke le traumatisme. Il a une image d'une gazelle qui mange de l'herbe. Il parle à ses copains gazelles. Et tout d'un coup, il y a un lion derrière lui, en arrière-plan. Et tout d'un coup, le lion arrive, la gazelle s'en va. Et l'autre gazelle dit j'arrive tout de suite, je vais manger encore un peu d'herbe. Et il se fait attraper par le lion. Et la réaction de la gazelle, c'est de se figer. De le lion dit ouais, c'était facile, donc je vais aller chercher un autre, je vais manger celle-là demain. Donc le lion il s'en va. Et la gazelle fait bon salut et il se barre en courant. Et puis, ce que Peter Levine fait dans ses études, il a vu le tremblement des animaux. 20 minutes après l'agression du lion, la gazelle tremble comme ça. Il a besoin d'une cigarette. Mais il n'y a aucun signe de traumatisme ou de stress. Donc je raconte ça pour une raison. Quand on travaille avec le traumatisme, il faut essayer de comprendre du haut vers le bas et de bas en haut. Parce que toutes les techniques comme la thérapie cognitivo-comportementale, c'est génial. Les psychanalyses, c'est génial. Toutes les approches que vous pouvez utiliser peuvent être utiles, mais ne croyez pas qu'une approche seule va suffire. Et c'est là où je pense que cette capacité, cette compétence de thérapie et de thérapeutes qui travaillent ensemble peuvent agir sur ces traumatismes développementaux. Et la raison pour laquelle je dis que le traumatisme transgénérationnel, quand on fait ce travail sur le traumatisme transgénérationnel, ça empêche ce traumatisme d'être transmis aux enfants, parce que le comportement associé est changé. Quand un enfant vit des événements non optimaux, quand ils souffrent des abus, des accusations, etc. Il y a deux émotions que peuvent ressentir les enfants. D'une part, c'est la honte parce qu'ils se sentent impuissants. Et on le voit parfois au bord de la route, on voit le parent en train de crier sur l'enfant. L'enfant est figé. Et le soignant, enfin la mère ou le père est sans honte. Et l'honte est transférée à l'enfant dans cet instant. Cette honte-là, elle reste avec l'enfant. Et ça devient une sorte de liaison traumatique.
Et il faut commencer à mieux comprendre et à mieux travailler avec tout ça. Cognitivement, avec le CBT, on peut faire un ABC, on peut activer les conséquences, etc. On peut faire tout un tas de choses qui sont toutes valides, mais ça va changer les choses dans la tête des gens pendant un petit moment. Ça peut changer leur comportement aussi. Et parfois, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, des années, ça peut les aider pendant une période assez étendue. Mais habituellement, il va forcément se passer quelque chose et ça va nous ramener au point de départ. On peut travailler du point de vue somatique. Et tout d'un coup, on regarde le corps fonctionner. Et oui, ça marche bien. Mais alors, du coup, on oublie un peu le côté cognitif. On oublie ce qui se passe dans la tête. Donc, en partant du bas vers le haut, eh bien, on suit, on surveille, on apprend. Et l'une des choses qui sont vraiment, vraiment chouettes, c'est que si on fait notre travail correctement, eh bien, on peut commencer à faire l'expérience de manière empathique de ce que ressent la personne en face. Vous voyez, nous, en fait, on n'est rien d'autre que de l'énergie. Combien d'entre vous sont déjà sortis? Vous êtes allés prendre un verre dans un bar, vous vous êtes assis avec des amis pour discuter, et vous avez eu le sentiment que quelqu'un vous regardait. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûre. Et d'un coup, vous vous retournez et vous êtes là, oh, bah dis donc, celui-là, il me regarde. Hein. Je sais pas, c'est peut-être parce que ce pantalon me fait des grosses fesses, mais vous avez eu l'impression qu'on vous regardait. Ou alors vous avez fait quelque chose de mal et en rentrant chez vous, vous vous êtes rapproché de votre porte d'entrée et vous vous êtes dit, ah, je suis sûre qu'ils savent. Je suis sûre qu'ils savent que j'ai fait ça. Ça nous est arrivé à tous, j'en suis sûre. Alors vous rentrez chez vous et votre maman et votre papa, ou vos deux papas ou vos deux mamans, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et vous avez dit, ça va maman? Et votre maman vous a répondu, ouais, ça va très bien. Et d'ailleurs, demande à ton père. On a tous été dans ce genre de situation. Des situations où nos corps commencent à réagir. Une approche de bas en haut et de haut en bas, c'est en fait, si vous faites votre travail, ça ne vous inquiétera pas plus que ça. Vous aurez cette empathie, vous aurez cette coordination empathique, vous pourrez ressentir tout ça dans votre corps et suivre et surveiller ce qui se passe chez les gens, chez vos patients. Il y a un auteur qui écrit que l'abus, c'est tout ce qui est autre chose que du soin. J'aime bien cette idée parce que en tant que parent, ou en tant que soignant, notre rôle, eh bien, c'est d'encourager les enfants, de les nourrir, de les soigner. Et quand on regarde les différents niveaux d'abus, eh bien, on voit de l'abus physique, de l'abus spirituel, mental, intellectuel, des questions de dépendance, et de l'abus financier parfois dont les enfants sont victimes. Et tout cela aboutit à un traumatisme. Les enfants sont égocentriques. Un enfant ne se réveille pas le matin en se disant « Oui, non, mais papa et maman ont une mauvaise journée, il faut que je comprenne. » Non. Ce que se dit un enfant, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que maman soit aussi fâchée aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est très égocentrique, un petit. Pourquoi est-ce que papa et maman se disputent tout le temps? Pourquoi est-ce que je les pousse à se disputer comme ça? Les enfants ne se disent pas, n'analysent pas en se disant « Ah, papa a eu du travail aujourd'hui, il est fatigué. » Un petit gamin de 5 ans, il va pas se dire « Non, c'est pas à cause de moi, ça n'a rien à voir. » Et tout cela aboutit à un traumatisme. Et bien souvent, dans le système familial, on découvre, en travaillant sur l'origine familiale, ce qui s'est passé chez papa, ce qui s'est passé chez maman. Comment était leur vie à eux? Parce qu'on ne fait jamais rien de nouveau. On reproduit des schémas encore et encore et encore. À la maison, je vais partager quelque chose avec vous. Moi, j'habite à Londres. Et à Londres, il y a plein de taxis. Des taxis noirs. Il y a des taxis partout. Et moi, je n'arrivais pas à rentrer dans un taxi. Et je me suis rappelé un jour, je devais avoir 16 ou 17 ans. J'avais mon premier boulot, j'étais au Pays de Galles, donc c'est pas à Londres, mais c'est au Pays de Galles. Et j'ai pris un taxi depuis la ville jusqu'à mon village.
J'étais tout fière, j'allais sortir le soir-là, j'avais une jolie chemise, j'étais un adulte et je me suis dit, je vais prendre un taxi puisque je suis un adulte indépendant. Et donc je suis rentrée dans le taxi et mon père m'attendait en fait devant la porte de la maison. Mon père, ses parents ont fait la guerre, donc il a été éduqué avec très peu de choses. Et donc un taxi, c'était vraiment une dépense extravagante. Et mon père m'a collé une honte épouvantable parce que j'avais pris le taxi. Il m'a dit, mais pour qui est-ce que tu te prends? Et le conducteur du taxi était très très gêné, lui aussi. Il s'est dit, oh là là, c'est épouvantable, c'était horrible. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes l'argent par les fenêtres. Mon père a fait une crise et ça m'a complètement démolie. Ça a vraiment provoqué une réponse traumatique. Je n'ai pas réussi à sortir. J'ai mis mes habits dans un sac et c'est seulement une fois que Uber est arrivé que j'ai pu reprendre un taxi. Donc, oui, merci Uber. Mais c'est une histoire vraie. Je n'arrivais plus à monter dans un taxi. C'était juste plus possible. Et quand Uber est arrivé, moi, je travaillais depuis 10 ans déjà, donc même à réfléchir à tout ça, eh bien, je n'ai quand même pas réussi à revenir sur ce traumatisme-là. Et je partage cette histoire parce que il y a certaines personnes, quelqu'un si leur papa leur crie dessus parce qu'ils ont pris un taxi, c'est pas grand-chose, voilà. Mais pour moi, et c'est vraiment ça. C'est à ça que c'est là où je veux en venir, c'est que pour moi, ça a été très grave. Et il faut accepter, quand un patient nous dit c'était un traumatisme, il faut accepter la réalité de tout ça. Ça n'est pas nécessaire de rendre ce traumatisme plus important qu'il n'est. On peut partager notre réalité avec eux. Mais si quelqu'un a une réponse très traumatique à un événement, par exemple, mon père qui m'a engueulé, ça n'était pas simplement à cause du taxi. En fait, ce que mon père a fait ce soir-là, il m'avait déjà crié dessus d'autres fois, mais là, il a créé un traumatisme qui était déjà intégré. Et cette extravagance que je m'étais permise en payant un taxi, c'était déjà quelque chose que j'avais intégré. Il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres de cette manière. Et en appuyant sur ce bouton-là, mon père m'a vraiment traumatisée. Et je pense que une fois, une fois, j'étais au travail et j'avais une pause de 2 heures. Donc, je suis partie, je suis allée au parc. J'étais à peu près à une demi-heure du bureau et ma secrétaire m'a appelée et m'a dit, alors, t'es où? Et en fait, j'avais oublié un rendez-vous et j'ai quand même pas pu monter dans un taxi pour rentrer à l'heure. J'ai couru et je me suis perdue. Je me suis complètement perdue. Et c'est là que je dis que les traumatismes nous affectent vraiment. J'étais complètement hors ligne et je me suis mis à courir partout comme un poulet sans tête. Et je me suis dit non, si je vais prendre par là, ça ira plus vite et je me suis perdue. Donc physiquement, j'étais dans une tension épouvantable. J'avais très peur. Je suis arrivée au bureau et le client m'a dit « Chris, je suis désolée, je ne peux pas rester ». Moi, évidemment, j'étais en sueur, j'en pouvais plus. J'étais là, non, mais tout va bien, pas de souci, je suis en pleine forme. Et c'est vraiment ça, c'est la quintessence de la réaction traumatique. Je suis un adulte, je suis pas un jeune enfant qui a du mal avec tout ça. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis rendu compte à quel point c'était grave, cette réaction à l'idée de monter en taxi. Et donc, ça montre vraiment comment ce genre de choses peut avoir un impact sur nos relations. Mon père m'a passé ce traumatisme, me l'a transmis. Et on a parlé de la communauté LGBT+, tout à l'heure. Eh bien, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Et cette peur que les gens ressentent face à la différence, eh bien, c'est une peur qui est transmise de manière intergénérationnelle, de manière transgénérationnelle. On a tellement peur des différences. Et c'est compréhensible. Il y a 1000 ans, les différences, ça faisait peur. Si vous vous retrouviez dans la mauvaise tribu, eh bien, c'était fini. Vous étiez mort. Et donc, c'est vraiment
incrustés dans notre identité. Et puis ensuite, on renforce ces sentiments-là dans la communauté, dans la société, culturellement, dans les médias. Tout le monde est beau, tout le monde est jeune, tout le monde est mince et heureux. On a vraiment l'impression qu'on est superflu. Donc, toutes ces choses-là sont renforcées. On n'est pas censé être traumatisé. On n'est pas censé se sentir triste ou parce que on est tous tout à fait normaux, alors qu'en réalité, on vit dans une société traumatisée. On a parlé de cette déconnexion. On pense au téléphone mobile, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est censé nous connecter. Mais en réalité, on voit que ça nous déconnecte plus souvent qu'autre chose. Bien souvent, on voit des gens, et d'ailleurs je le fais moi-même, hein, quelqu'un me parlait l'autre jour et le téléphone a sonné et moi j'ai répondu au téléphone. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais enfin? Et j'ai réfléchi à ce que j'étais en train de faire. J'étais pas exactement déconnectée, mais c'était un abus verbal vis-à-vis de la personne qui était en train de me parler. Je lui ai dit, non, tais-toi, moi je suis occupée ailleurs, il faut que je réponde à mon téléphone. Et souvent, on va dîner et puis on pose le téléphone sur la table et quelqu'un vous dit quelque chose. Et puis vous vous dites, ah oui, ça tu me l'as déjà raconté. Et donc du coup, on prend son téléphone et puis on joue à Candy Crush. Ou on va sur Grindr, il semblerait. On le fait tous. Et ce sont vraiment des réponses qui sont qui sont transgénérationnelles. C'est lié à une crainte, à un besoin. Ce que j'ai dit au départ, c'est que ce dont on a besoin, plus que tout pour survivre, eh bien, ce dont on a besoin, c'est d'une connexion. Sans connexion, pensez à un bébé, un tout petit bébé, hein, le bébé Chris, hein, dans les bras de sa mère. Je mets bébé Chris dans un coin et puis je l'oublie. Vous croyez qu'il va survivre combien de temps, ce bébé? Sans soin? Non, toi, tu t'en occuperais. Je suis sûre que tu t'en occuperais à ma place. Non, mais sérieusement, à votre avis, un bébé, si on ne s'en occupe pas, il ne survit pas bien longtemps. Probablement, il fait chaud, il aurait soif, il serait déshydraté. Je suis même pas sûre qu'ils soient encore en vie demain matin. Parce qu'on a besoin de connexion. Depuis le départ, depuis nos premiers jours, on a besoin de connexion. Et je crois qu'on a besoin de cette connexion plus longtemps que n'importe quel autre mammifère. D'ailleurs, on a besoin de ces soins plus longtemps que n'importe quel autre animal. Nos parents et leurs parents avant eux, et les parents de ses parents, eh bien, la connexion, ils la vivaient très, très différemment. Comme je l'ai dit en vous racontant ma propre histoire, moi, quand j'étais enfant, il y a eu un moment où on n'avait pas assez à manger. On était 9, il y avait 9 bouches à nourrir, donc c'était un peu difficile. Et mon traumatisme basé sur la nourriture, par exemple, eh bien, je peux rentrer chez moi tard le soir, je veux juste aller me coucher, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me blottir dans mon lit. Et puis tout d'un coup, je vais au frigo, j'ouvre le frigo, je prends du fromage, du pain et je mange. Et c'est parce que vraiment, c'est une réaction traumatique. Et en réfléchissant aux origines familiales de nos clients, eh ben, je vous promets que ça permet de déterminer pourquoi certains processus et certaines addictions sont en place aujourd'hui. La plupart des addictions nous en disent long sur les traumatismes transgénérationnels d'une personne. Ce à quoi nous sommes accros, ce à quoi nous sommes addicts, eh bien, il faut se pencher sur les raisons de ces addictions. Et je pense que la toute première addiction que nous avons, c'est notre addiction à l'amour. Parce que si on n'a pas cet amour, eh bien, on cherche quelque chose pour le remplacer. La deuxième addiction, c'est l'addiction à la nourriture. La troisième, c'est celle au sexe. Et après ça, le ciel est la limite. Et vous pouvez être accro, être addict à n'importe quoi. Moi, si je rentre chez moi le soir et que je suis tout seul, il n'y a personne pour connecter avec moi. Il n'y a pas de connexion. C'est triste. Hein. J'ai beaucoup travaillé, j'ai aidé plein de monde. Il est tard le soir et je rentre chez moi, il n'y a pas de connexion. Eh bien, il me faut du confort. Personne n'est là pour me réconforter. Donc, j'essaye de me réconforter moi-même.
mes parents, quand j'étais petit et que j'avais besoin d'être réconfortée, ils me donnaient une tartine de pain avec de la confiture. Et moi, je mangeais ma tartine et je me disais, ah, ça va, ma maman m'aime, j'ai mon pain et ma confiture. Et puis plus tard, c'est mon père qui m'a donné du pain et du fromage. Et maintenant, c'est vraiment cruel. Je suis dans un hôtel il y a un magasin de fromage juste en bas. J'espère que ça va être fermé cette nuit, enfin ce soir en rentrant, parce que sinon ça va être l'orgie. Donc quand on parle de traumatisme transgénérationnel, ce qu'il y a d'important, c'est de voir ce qui s'est passé dans la famille. Alors comment voir ce qui s'est passé dans la famille? Bien déjà, il suffit de demander. Qui a un formulaire d'origine familiale? Voilà, il y en a qui sont disponibles en ligne, mais le formulaire famille d'origine, eh bien, ça montre ce qui s'est passé dans la famille et ce qu'il y a d'important. C'est aussi de toujours chercher. La dame qui a parlé avant moi a parlé des rôles familiaux. Et c'est très important de découvrir les rôles familiaux. Parce que ce sont des rôles qui sont adaptés ou auxquels on s'adapte. Et quand on s'adapte, une réaction traumatique, c'est quelque chose qui débute dans l'enfance. Qui a des réactions traumatiques à quelque chose? Dave, c'est quoi votre réaction traumatique? Les hommes qui parlent trop fort. Qu'est-ce qui se passe quand les hommes... Non, c'est vrai, les gens qui parlent trop fort, ça vous traumatise? Les hommes qui parlent trop fort? Ouais, c'est parce que mon père parlait trop fort. L'interprète a un peu de mal à suivre parce qu'il n'y a pas de micro. Donc quand votre père parlait fort, vous saviez ce qui allait se passer. Et donc quelle est l'émotion que vous ressentez à ce moment-là? De la peur, c'est ça? D'accord, donc encore aujourd'hui encore, cette peur, elle est présente. Elle ne vous a pas quitté. Quand on s'assied et qu'on parle à nos clients, quand on travaille avec des gens, c'est une bénédiction, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir s'asseoir avec les gens et de faire en sorte que ces gens-là vous font confiance. C'est merveilleux. Mon rôle, pour moi, c'est de m'assurer, de faire tout mon possible pour respecter et honorer cette confiance. Dave l'a dit, sa réaction quand quelqu'un parle trop fort, c'est qu'il a peur. Si je ne connais pas mon équipe et que Dave a cette peur-là, eh bien, je me rendrai compte. Et si ma crainte, elle est similaire, si moi aussi j'ai peur des gens qui parlent trop fort, eh bien, je vais essayer de m'éloigner de cette crainte et je vais essayer de guider le patient autour de cette idée-là. Un thérapeute correct essaiera de gérer cette crainte-là. Toutes les questions de famille d'origine et le travail sur l'enfance, c'est une excellente chose. Et moi, j'aime bien travailler avec les enfants parce que on essaye de lire les parents. Je ne peux pas revenir dans le passé. Je ne peux rien changer de mon passé. Et je ne peux pas changer le passé de mes clients non plus. Ce que je peux faire par contre, et c'est vraiment quelque chose de très positif, quand j'ai une réaction traumatique, eh bien, je peux commencer à visualiser les choses et à me réconforter. Je peux essayer de visualiser la situation, me dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Je sais, voilà, c'est un monsieur qui parle trop fort. Eh bien, ne t'inquiète pas, c'est pas la peine de paniquer. On peut s'en aller de toute façon, on a la capacité de partir. Donc il faut se rassurer, s'auto-rassurer. Des choses dont on n'était pas forcément capable quand on était enfant. Il y a une autre manière, une autre méthode qui me plaît bien. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle relationnel neuroaffectif. Le modèle NARM, N-A-R-M. Donc, c'est aussi une approche de haut en bas et de bas en haut. Le NARM, en fait, l'idée, c'est de se déplacer vers une force vive. Les personnes traumatisées se sont déconnectées de leur force vive. Elles ne sont pas sûres
qu'elles veulent vivre dans le monde parce que le monde leur fait peur. Et donc, le NARM regarde ces forces vives. Et la structure peut être basée sur la honte ou basée sur autre chose. Et l'idée, c'est vraiment de faire un suivi, de regarder le langage corporel des gens, de se concentrer sur l'instant et de commencer à développer une autorégulation. J'ai du mal à retrouver le mot, c'est une autorégulation qu'on essaye de développer. Parce que quand on est dans un état traumatique, eh bien, on perd tout sens de soi. Vous vous rappelez, je vous ai dit, moi, je me suis perdue dans Londres. Je me suis mis à courir partout comme un poulet sans tête sur 3 rues. J'étais pas vraiment perdue, j'étais perdue dans ma tête. J'étais comme une souris dans un labyrinthe. Et donc, on est dans une situation où, encore une fois, de bas en haut, de haut en bas, il faut se rappeler de tout. Nos corps, nos clients qui sont assis en face de nous donnent énormément d'informations grâce à des mouvements inconscients. Simplement en baissant les yeux légèrement, il y a des tas de petites indications. Ou quand tout d'un coup ils sont distraits, ils pensent à autre chose. Il y a une légère disassociation. On a l'impression que les yeux sont ouverts, mais il n'y a pas grand monde derrière, en fait. Et il faut, instant après instant, suivre ces indications-là. Un autre modèle très utile, c'est le MDR. Et le MDR, vous voulez dire ce que c'est, Sébastien? Oui, c'est ça. C'est les mouvements oculaires. Ça me fait penser à un client qui... Enfin, bref. J'avais un client qui ressemblait à une star de la danse des années 70. Et où est-ce que j'en étais? Donc, quand on travaille sur des traumatismes transgénérationnels, les émotions, il faut en être conscient. Il faut être conscient de la honte qui accompagne ces émotions aussi, parce que quand les gens sont traumatisés, même un accident de la route peut humilier une personne. La personne peut ressentir beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte, en se disant mais j'aurais dû prendre le métro, pourquoi est-ce que j'étais derrière le volant, quelle idée, même si c'est des gens qui prenaient jamais le métro. On commence à tout essayer de justifier, de rationaliser, et les gens peuvent devenir fous à force d'essayer de trouver une raison à tout. Et donc il faut traiter cette honte. Et tous nos clients sont des enfants adultes. C'est vrai. Quand ils viennent, quand ils vous font confiance, eh bien, on commence à connecter à avoir une connexion qui est très différente. Il faut travailler avec la famille d'origine aussi souvent que possible et accepter leur réalité. Bon, s'ils vous disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, c'est un peu bizarre, mais il faut quand même accepter leur réalité. Je ne remets en question la réalité de quelque chose quand quelqu'un me dit « Non, papa me tapait dessus avec une ceinture tous les jours, mais il ne le pensait pas, il voulait pas être méchant. C'était la réalité à l'époque. » Là, je remets en question leur réalité. Mais autrement, il faut vraiment accepter la réalité telle que le client l'a décrit, travailler avec la culpabilité et la honte, travailler avec le côté cognitif, avec les langages corporels, et je crois que ça nous donne déjà là toute une quantité d'outils très utiles. Je crois que j'avais autre chose à dire, mais j'ai un peu déconnecté. Je ne sais plus où je voulais en venir. Ça doit être une réaction traumatique, mais ça n'est pas bien grave. De toute façon, on se reverra l'an prochain. Je vais donc conclure là-dessus, parce que j'arrive vraiment pas à me rappeler ce que je voulais dire. Et puis voilà. Mais je vais avant ça quand même partager quelque chose avec vous. Le traumatisme, ça a une capacité d'érosion de notre estime de soi. J'ai eu des clients avec des problèmes de développement qui ont été victimes de harcèlement scolaire, etc. Et
Même s'ils sont PDG, actrices, stars du sport, ou même s'ils travaillent dans un café ou sont femmes de ménage, il faut s'en rappeler. S'ils sont chez vous, c'est parce qu'ils ont un problème d'estime d'eux-mêmes. Le travail qu'on fait sur nous-mêmes, même oublier qui je suis, oublier mes diapos, etc. Il n'y a pas si longtemps, ça m'aurait complètement désarçonné. Alors qu'aujourd'hui, je peux me dire, ouais, vous savez quoi? Bon, bah voilà, c'est ça, c'est comme ça. J'aurais pu me préparer un peu mieux. Ça aurait été moins rigolo, mais j'aurais pu me préparer un peu mieux. J'aurais pu avoir un joli PowerPoint, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va quand même. Merci beaucoup.